fou B5. Donc à partir de ce coup, les blancs laissent toujours planer la possible modification et du rapport matériel, c'est-à-dire que le fou peut s'échanger contre le cavalier, donc ça change bien sûr des données, et également une modification de la structure de pion, puisque selon qu'on reprend du pion B ou du pion D, les deux joueurs auront une structure de pion différente. Alors, je ne vais pas me lancer tout de suite dans ces explications, puisque ça va avoir lieu un peu plus tard dans la partie, donc on analysera ça quand ça va survenir, cet échange fou contre cavalier qui va modifier énormément la position. Donc les deux joueurs poursuivent par cavalier F6, D3. Pour l'instant, c'est un développement assez sain. Fou C5, petit roc, D6. Un développement comme on peut en voir dans beaucoup de parties d'amateurs. Tour E1, petit roc, et voilà. Fou prend C6, B prend C6. Donc à partir de maintenant, il y a eu les modifications et du rapport matériel et de la structure de pion dont je vous avais mentionné. Donc au niveau du rapport matériel, les blancs ont obtenu une supériorité sur les cases noires puisqu'ils ont 3 pièces légères, en plus de la dame et des 2 tours, pour combattre sur les cases noires. Ils ont les 2 cavaliers et le fou. Tandis que les noirs n'ont que 2 pièces légères pour combattre sur les cases noires. En effet, le fou C8 est incapable de combattre sur les cases noires. Bien sûr, du coup, les noirs ont obtenu une supériorité sur les cases blanches puisque ce sont les seuls possesseurs du fou de case blanche. Donc il importe à Magnus maintenant de à la fois essayer de combattre sur les cases noires et de museler le fou de case blanche de l'adversaire. Et c'est ce qu'il fait immédiatement avec le coup H3. Il ne laisse pas activer le fou C8. Donc les noirs jouent tour E8. Donc maintenant, les blancs, comment ils peuvent essayer d'évoluer dans la position? Ils doivent essayer d'évoluer au niveau de la structure de pion par le coup D4. Mais le coup D4 immédiatement n'est pas possible. Puisqu'il y aurait une prise et le pion E4 serait doublement attaqué par le cavalier F6 et la tour E8. Donc les blancs se développent par cavalier B D2. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, au-delà de la modification du rapport matériel, du fait que les pièces légères se soient échangées d'une manière asymétrique, il y a aussi une modification de la structure de pion. Et le fait que les noirs aient des pions doublés sur la colonne C et le pion isolé en A7 va leur donner moins justement de souplesse d'évolution dans leur structure de pion. On va voir ça un peu plus tard. Donc les noirs ici jouent cavalier D7 et les blancs jouent cavalier C4. Un cavalier C4, c'est un coup multifonction en fait. Non seulement, enfin la menace directe est de jouer cavalier A5 par exemple. On attaquerait le pion C6 et les noirs pourraient pas le défendre avec fou B7. Et puis cavalier C4 permet d'attaquer 3 fois le pion E5. Et donc ça permet de désamorcer une éventuelle poussée des pions noirs. Les noirs aussi, si les blancs essayent de jouer D4, les noirs essayent de jouer eux aussi D5. Et si les noirs jouent D5, eh bien les blancs pourront faire E prend D5, C prend D5, et capturer le pion E5, puisqu'ils auraient maintenant 3 attaquants contre le pion E5. Et le fait de jouer cavalier C4 aussi, ça libère le contrôle de la dame sur la colonne D pour appuyer l'évolution structurelle du pion D en D4. Donc cavalier C4, un coup multifonction, menace cavalier A5, met une pression sur le pion E5 pour désamorcer la poussée du pion D des noirs, et prépare la poussée du pion D des blancs. Donc les noirs jouent fou B6, A4, A5, alors les blancs ont joué A4 pour provoquer A5, parce qu'ils ont maintenant l'intention de prendre le fou B6, et ne voulaient pas que les noirs puissent reprendre du pion A. Donc ils vont faire cavalier prend B6, C prend B6, et ça c'est très intéressant, parce que vous allez me dire, oui mais les noirs ont corrigé les faiblesses structurelles des blancs. Les blancs, pardon, ont corrigé les faiblesses structurelles des noirs en prenant B6, puisque maintenant les noirs n'ont plus les pions doublés. C'est vrai, sauf qu'ils ont retiré la paire de fous des noirs, et surtout le prochain coup, D4, va mettre une pression sur le centre des noirs. Si les noirs maintenant font E prend D4, les blancs reprennent du cavalier, et ils auront un pion central E4 supérieur au pion D6 des noirs, qui est un pion arriéré sur la colonne D, exposé d'ailleurs sur une case noire. N'oublions pas que les blancs maintenant ont une vraie suprématie sur les cases noires, puisqu'ils sont les seuls à posséder le fou de case noire. D'ailleurs, cette donnée du jeu de couleurs va être très présente dans l'attaque de mat, enfin dans l'attaque pas de mat, mais dans l'attaque contre le roi d'Anand, qui va être attaqué sur les cases noires justement. Donc les noirs jouent dame C7, tour A3, un coup qui est très intéressant puisque la tour s'active sur la 3e rangée et va pouvoir se porter à l'assaut du roi noir, comme on le verra un peu plus tard. Cavalier F8, D prend 5, D prend 5. Alors cet échange paraît étrange puisque ça égalise le centre. Pour autant, on peut estimer d'ailleurs, si on met les modules, de voir une position qui est relativement plate, relativement égale. Mais en fait, il y a une grande donnée ici. C'est toujours la présence des fous de couleur opposée. Le fou de case noire pour les blancs et le fou de case blanche pour les noirs. Et Magnus Carlsen va attaquer le roi noir sur les cases noires. Et sur quelle case particulièrement? Le pion G7.
puisque les noirs auront excessivement du mal à se défendre sur les cases noires, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le fou à opposer au fou C1. Et pour attaquer le pion G7, on va faire des manœuvres à base de cavalier H4, cavalier F5 qui va attaquer le pion G7, dame tour G3 qui va attaquer le pion G7, peut-être même fou H6, et donc il va y avoir une grosse attaque contre le pion G7. Si le pion G7 justement est obligé d'avancer à un moment donné, ça ouvrira toutes les lignes sur les cases noires, toutes les diagonales sur les cases noires, ce qui sera très dangereux pour la sécurité du roi noir. Donc les blancs jouent cavalier H4, tour D8, bon, la dame est attaquée, donc dame H5, c'est normal, elle se déporte sur l'aile roi, là où il va y avoir la cible, attaquer le roi noir. Les Anand joue F6, il essaye de consolider sa structure sur case noire, mais regardez, cavalier F5. Et le cavalier se positionne déjà contre le pion G7. Alors, les noirs peuvent pas faire G6, la fourchette, puisqu'il y aurait cavalier H6 échec. La dame après se replierait. Et le fait que le noir ait joué G6 va affaiblir la protection de leur roi justement sur les cases noires, parce que le pion G7 est un pion important à la défense des cases noires. Alors vous allez me dire, oui, mais les noirs peuvent faire fou prend cavalier. C'est vrai, c'est possible, fou prend cavalier, puis on prend. Et après, le problème, c'est le cavalier F8. Si vous regardez bien, il sera une pièce légère inférieure au fou C1 parce que c'est pas facile de l'activer à cause de ce pion en F5. Donc les noirs se développent logiquement par fou E6, mais tour G3, on attaque le pion G7. Donc première attaque vraiment concrète contre le pion G7 sur les cases noires contre le roi noir. Les noirs essayent de se défendre par cavalier G6, mais les blancs poursuivent par H4, bien sûr. Ils veulent pouvoir à un moment donné bouger la dame et jouer H5 pour renouveler les attaques contre le pion G7. Fou prend F5, E prend F5, le cavalier est délogé, cavalier F4. Et maintenant, les blancs font fou prend F4, E prend F4. Et la tour va en C3. Beaucoup de modifications. Donc effectivement, maintenant, il n'y a plus d'histoire de jeu de couleurs puisque les pièces légères ont totalement disparu. Mais Carlsen a accepté cette élimination des pièces légères puisqu'il a vu que maintenant, cette position est avantageuse pour lui. En effet, le roi noir est un peu plus vulnérable que le roi blanc à cause de la poussée du pion F en F6. Vous pouvez voir d'ailleurs que ça affaiblit la case E6, très bien contrôlée par le pion F5, que la dame surveille la case E8. Donc c'est intéressant, ça empêche que les noirs puissent contrôler cette colonne. On voit que le pion F4 est vulnérable. D'ailleurs, il va y avoir la manœuvre de Carlsen de jouer tour C4 après pour le viser. Et la tour E1 peut aller en E4, la dame peut aller en G4 en F3. Donc le pion F4 est très vulnérable. Donc une multitude d'avantages ici pour Carlsen, un roi noir un peu plus faible. Des pièces un peu plus actives et le pion F4 plus faible. Et la case E6 qui est une très bonne case d'ancrage pour les pièces blanches. Donc les noirs jouent C5, tour E6, on s'ancre en E6, parce que maintenant s'il y a un échange sur cette case, les blancs pourraient reprendre du pion F et obtenir un pion passé central très dangereux. Tour à B8, tour C4, on vise le pion F4, dame D7, roi H2, donc là il va y avoir tour F8, il va y avoir un triplement des pièces lourdes sur la colonne E de Magnus Carlsen, donc tour CE4, tour B7 et dame E2. Donc il a très bien placé ses pièces lourdes sur la colonne E. En montant toujours bien, Sylvain? Oui, c'est parfait, Marc. C'est parfait. D'accord. Donc les noirs essayent maintenant, évidemment, là, dans la structure de pion, je préfère bien sûr les blancs, et dans l'activité des pièces, le triplement des tours sur la colonne assure un avantage à Carlsen. Et surtout, c'est ce type de position où Carlsen est fort et où souvent Anand craque, quand il joue contre Carlsen en tout cas. Donc il est plutôt arrivé dans une position qu'il recherche. Donc les noirs jouent B5, B3, B prend A4, B prend A4, tour B4. Anand recherche les échanges ici pour soulager un petit peu moins il y aura de pièces lourdes, moins il sera, en danger ici, sous pression, tout à fait. Donc tour E7, la tour vient sur la 7e rangée, c'est le principe de Nimzowitsch, qu'il avait mis dans son livre. Donc Nimzowitsch disait que les tours devaient rentrer en 7e rangée puisque c'est là où elles exerçaient le maximum d'influence. Une influence bien sûr verticale, mais maintenant aussi horizontale, puisqu'on va attaquer le roi noir avec cette tour sur la 7e rangée. D'ailleurs, c'est ce qui la gaffe d'Anand qu'il va faire par la suite, il va le payer cher à cause de cette 7e rangée d'ailleurs. Effectivement. Donc dame D6, dame F3, on attaque, on met sous pression le pion F4, bon, même si on peut pas le capturer tout de suite, tour prend E4, dame prend E4, F3 échec, G3, et les noirs commettent la gaffe avec H5, puisque ça permet dame B7, et cette conversion justement horizontale sur la 7e rangée avec l'attaque en G7 qui est maintenant imparable. Alors peut-être qu'à la place de H5, on le verra un peu plus tard avec les commentaires aussi de Christian, peut-être que les noirs auraient pu jouer une idée comme dame D2, qui consiste à mettre la pression sur le pion F2
puisque comment dire, le roi blanc n'est pas non plus en totale sécurité. Alors bien sûr, les blancs auraient pu faire dame prend F3 et les noirs faire dame prend C2, mais après roi G2, la dame blanche retrouve de la mobilité, et je pense que la position blanche est toujours préférable. Alors c'est vrai que les noirs ont un pion passé sur la colonne C, mais le roi noir va être vulnérable après un nouveau coup comme dame B7 ou dame G4, certainement dame B7 d'ailleurs, et la tour F8 a excessivement du mal à jouer en comparaison à la tour E7 qui la domine complètement. Donc un atout pour les noirs, le pion passé C, mais trop d'atouts pour les blancs, et surtout des atouts qui sont supérieurs dans la hiérarchie, puisque ce sont des atouts contre le roi. Donc c'est vraiment très important. Donc une meilleure collaboration de pièces, un meilleur comment dire, meilleure activité des pièces et un roi noir qui sera un peu plus en danger.